Donc Vincent Viguier est chercheur au CIRED, le Centre international de recherche de l'environnement et du développement, d'ailleurs créé par Ignatius Sachs il y a bien longtemps, grand professeur, grand chercheur, un des premiers à s'être intéressé au lien entre agriculture et développement et soutenabilité, et puis au développement durable, et puis entre développement économique et développement durable. Donc je vous laisse la parole, Vincent, pour 20 minutes, si possible, et je vous préviendrai. Donc vous n'avez pas vos transparents. Alors, ils sont là. Et donc, ça vous va, ça? Ouais, oui, très bien. Voilà, d'accord. Ok, bonjour à tous. Et à toutes. Celui-ci qui va marcher, d'accord. Je vais faire un petit transfert, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, pour me présenter, je m'appelle Vincent Viguier, je suis chercheur au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui dépend un laboratoire qui dépend de plusieurs institutions qui sont marquées ici. Moi-même, je dépends de l'école des Ponts Paris Tech. Et voilà, et c'est grosso modo, disons, un laboratoire dans lequel on étudie tout ce qui est les questions économiques et politiques liées au changement climatique et à la biodiversité, pour aller très vite. Et donc, du coup, l'idée dans cette présentation, c'est de vous parler de vous présenter les grands enjeux des questions d'adaptation aux impacts du changement climatique dans les villes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Moi, j'ai juste parcourir quelques grands messages. Et déjà, peut-être en introduction, la première chose à voir, c'est que, donc vous le savez sûrement, on estime aujourd'hui que les villes concentrent près de 60% de la population mondiale. Alors, c'est toujours difficile de définir ce qu'on appelle une ville ou non. Ça, ce chiffre-là, c'est lorsqu'on prend les définitions de chaque pays. Et cette fraction augmente. Dans les années à venir, les projections de l'ONU, c'est qu'il y a de plus en plus d'urbains parmi la population mondiale. Mais ces 60% de la population mondiale se concentrent sur un peu moins d'1,5 ou d'1% de la surface planétaire. Et du coup, cette concentration qui est énorme fait que les villes sont des hauts lieux de vulnérabilité et que lorsqu'on habite en ville, du fait de cette concentration, on est exposé à tout un tas d'impacts. On est exposé à un tas de risques environnementaux et notamment d'impacts du changement climatique, les canicules, des événements extrêmes comme les inondations, mais également, si on regarde plus loin, les questions de propagation de maladies, de pollution de l'air, pollution de l'eau, etc., etc. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à la vulnérabilité des villes, peut-être juste pour parcourir quelques grands messages, la première chose à voir, c'est que d'une ville à l'autre à travers le monde, les risques sont très hétérogènes. Ce n'est pas du tout les mêmes risques auxquels sont exposées des villes différentes, tout simplement parce que les risques auxquels on est exposé dépendent de là où on est situé, du climat, de si on est près de la mer ou pas. Ça dépend aussi de la taille de la ville, du niveau de développement d'un pays, etc. Ici, par exemple, vous avez un graphique du dernier rapport du GIEC qui montre, disons, des grandes typologies de vulnérabilité de villes. Un autre point aussi qui est important, c'est que la vulnérabilité d'une ville aux impacts du changement climatique vient aussi en grande partie du fait qu'une ville elle-même modifie localement le climat. En fait, les villes amènent notamment à ce qu'on appelle un effet d'îlot de chaleur urbain, qui fait que les températures en ville sont en général supérieures à celles qu'il y a dans les campagnes alentours, effet un petit peu complexe qui est lié à plusieurs choses. Et ici encore, donc, suivant la localisation de la ville et suivant la forme de la ville, cet effet ne va pas avoir exactement les mêmes caractéristiques. Notamment lorsqu'on prend une ville qui est en plaine et qui est une grande ville, comme Paris, ce qui est le cas de pas mal de villes à travers le monde, cet effet de chaleur urbain fait que la nuit, les températures peuvent être de 7 ou 8 degrés de plus importantes que dans les campagnes environnantes, avec des conséquences très marquées sur la vulnérabilité des populations aux fortes chaleurs.
Un autre point également, c'est que si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe à l'intérieur des villes, les risques sont également très hétérogènes au sein des populations, et ce, suivant plein d'indicateurs différents. Ici, par exemple, vous avez un tableau qui a été fait par Santé publique France et qui montre, pour la population française, en fait, quel type de personnes est vulnérable aux fortes chaleurs en fonction de différentes intensités de canicule. Et ce que vous voyez, c'est que pour des chaleurs modérées, certaines personnes sont très vulnérables aux canicules, tandis que d'autres ne vont pas spécialement subir d'impact sur la santé. Typiquement, les personnes sans abri ou les personnes avec une santé préexistante fragile vont être très vulnérables, même à des canicules modérées. Et plus les canicules ont une amplitude, une ampleur qui augmente, plus la fraction de la population qui est menacée est importante. Et en fait, lorsqu'on a des canicules extrêmes, c'est l'ensemble de la population qui est menacée. En fait, il n'y a pas vraiment, même si le risque est hétérogène, il n'y a pas vraiment de notion de personnes qui soient sauvegardées des impacts de réchauffement climatique. Les risques sont très hétérogènes au sein des populations des villes, du fait des personnes, leurs caractéristiques socio-économiques, mais également du fait du lieu dans lequel elles habitent. Et vous avez tout un tas d'études qui regardent ces inégalités. Et typiquement, par exemple, lorsqu'on prend les villes européennes, c'est aussi le cas pour les villes d'Amérique du Nord, ça dépend des villes, mais vous avez plutôt une forte corrélation entre le fait d'avoir des revenus modestes ou d'appartenir à des groupes socio-économiques non privilégiés, et le fait de vivre dans des quartiers dans lesquels il y a plutôt peu de végétation, et du coup avec des températures en cas de canicule supérieures à ce qu'il peut y avoir dans le reste de la ville. C'est des corrélations qui ne sont pas parfaites, bien sûr, hein. C'est une moyenne statistique. Il y a tout un tas de cas particuliers qui sont différents, mais voilà, toujours bien garder en tête que suivant là où on habite, on n'est pas du tout exposé au même type de risque. Alors maintenant, j'aimerais revenir assez rapidement sur les grands enjeux de ce qu'on peut faire pour se préparer à ces risques. Alors moi-même, j'ai surtout travaillé sur la question des risques de canicule, donc j'ai pas mal centré mon exposé là-dessus, mais voilà, bien sûr, c'est qu'un des risques parmi d'autres auxquels les villes sont exposées. Et pour ça, je trouve ça assez illustratif de m'appuyer sur un guide qu'a fait l'ADEME en 2021, qui est un guide tout à fait opérationnel, qui avait été fait avec le CERAMA pour aider les collectivités locales à s'adapter aux fortes chaleurs, et qui, je trouve, permet de bien illustrer les différents enjeux des questions d'adaptation. Donc déjà, la première chose à voir, c'est qu'il y a tout un tas de solutions qui permettent de s'adapter aux canicules qui sont proposées dans ce type de guide méthodologique, et que ces solutions, on peut les classer en différentes catégories. Vous avez des solutions vertes, ce qu'on peut appeler des solutions fondées sur la nature, le fait d'utiliser par exemple des espaces verts ou de la végétation pour contribuer à rafraîchir l'air et limiter la vulnérabilité en cas de canicule. Vous avez ce qu'on peut qualifier de solutions grises, c'est-à-dire les modifications des infrastructures. Et enfin, vous avez ce qu'ici ils appellent solutions douces, mais qui en fait correspondent à des modifications des comportements des habitants, le fait de mieux réagir face à la chaleur, à des modifications réglementaires, une amélioration de la gestion de crise, etc., etc. Et donc vraiment, la première idée, c'est que s'adapter aux impacts de réchauffement climatique, ça ne passe pas que par une modification des infrastructures, ça passe par une modification d'énormément de choses très différentes les unes des autres. Chacune de ces actions a un potentiel qui est limité, et du coup, de manière assez générale, c'est la somme de tout ça qui va permettre d'avoir une adaptation efficace. Deuxième chose, maintenant, alors je suis désolé, c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc ici vous avez la liste des actions qui sont proposées dans ce guide. Ces actions, on peut également les classer suivant le domaine géographique sur lequel elles posent. En fait, vous avez des actions qui s'applique à l'échelle des bâtiments. C'est typiquement adapter les bâtiments face aux fortes chaleurs, le fait de mettre des volets aux fenêtres, d'avoir des toitures réfléchissantes, etc., d'avoir des bâtiments mieux isolés en fait, face à la chaleur. Vous avez des actions qui se produisent au niveau des quartiers, au niveau des espaces publics, le fait de mettre, par exemple, dans certains cas, des fontaines, de mettre des ombrières dans les rues, etc., etc. Et vous avez également des actions qui, elles, sont à mener au niveau des villes en entier. C'est des politiques d'urbanisme, le fait de développer la végétation dans les villes, par exemple. Autre idée également, toutes ces actions la recherche sur toutes ces actions plutôt est quelque chose qui est assez récent. Et du coup, le degré de connaissance, le degré que l'on a sur ces actions, sur leurs caractéristiques, sur l'efficacité, est très hétérogène. Et ici, par exemple, vous voyez donc une évaluation qui avait été faite dans ce rapport, donc, à destination des collectivités locales, sur le niveau de connaissance scientifique que l'on peut avoir sur les caractéristiques de ces actions. Ça, on y reviendra. Et enfin, deux autres points.
ces différentes actions ont des effets rafraîchissants qui sont différents les uns des autres, mais surtout, ces différentes actions ont des effets rafraîchissants qui ne touchent pas forcément les mêmes personnes. Par exemple, vous avez des actions qui sont utiles pour limiter les températures la nuit, d'autres le jour, certaines qui sont utiles pour diminuer la température en moyenne, d'autres pour limiter la température juste à certains endroits, comme sur les trottoirs par exemple. Et en fait, là-dessus, il n'y a pas vraiment de choix optimal. Le choix de l'adaptation qu'on veut mener dépend précisément de ce que l'on veut rafraîchir. Est-ce que, par exemple, l'important, c'est de favoriser le tourisme? Est-ce que l'importance, c'est de favoriser l'habitat d'habitants précaires? Est-ce que l'important, c'est d'avoir des puits de fraîcheur dans lesquels les gens puissent se réfugier? En fait, la réponse dépend beaucoup des caractéristiques de la ville, de la base économique, du climat également, etc. Et enfin, un dernier point, lorsqu'on regarde toutes ces solutions n'existent pas dans le vide. En fait, c'est des actions qui ont tout un tas de conséquences annexes sur beaucoup d'autres enjeux, que ce soit des synergies, des co-bénéfices ou des conséquences négatives. Et en fait, le fait de considérer ces effets secondaires joue un rôle énorme dans le choix des stratégies d'adaptation à mettre en place. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur, dans une deuxième partie, sur un des points là-dessus, qui est justement la limite des connaissances scientifiques qu'on peut avoir sur ces actions d'adaptation. Donc il y a beaucoup de choses que l'on sait. En fait, on a identifié énormément d'actions permettant de s'adapter à beaucoup d'impacts de réchauffement climatique, mais il reste encore beaucoup de questions portant notamment sur l'efficacité globale des actions et également sur les limites à l'adaptation. Le premier exemple que j'aime bien donner, c'est quelque chose qui est illustré par cette photo ici, qui vient d'un article du New York Times de 2021. En fait, cette photo, donc vous voyez des militaires américains, en l'occurrence c'est à la Nouvelle-Orléans. En fait, c'est quelque chose, je trouve, qui va permettre de bien illustrer ce qu'on appelle la question des effets en cascade. En fait, cette photo vient d'un article portant sur le fait qu'au mois d'août 2021, vous aviez un ouragan, l'ouragan Aida, qui avait traversé le sud des États-Unis, qui avait fait un certain nombre de victimes. Et quelques jours après l'ouragan, vous aviez une canicule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez eu beaucoup plus de morts pendant la canicule que pendant l'ouragan, alors que les canicules sont assez fréquentes à ce moment-là de l'année et à cet endroit du monde. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que parmi les destructions que l'ouragan avait engendrées, il avait détruit des lignes électriques et empêché de fonctionner des centrales électriques, ce qui fait que lorsque vous avez eu la canicule, la climatisation ne fonctionnait plus. Et la photo que vous pouvez voir ici, c'est des militaires américains en train de distribuer des sacs de glace à des habitants de quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans pour leur permettre de s'adapter aux canicules. Et je trouve que ça, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle les effets en cascade. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le réchauffement climatique amène à la hausse de tout un tas de risques de nature très différente les uns des autres. Dans le cas de la France, vous avez l'augmentation des canicules, l'augmentation de l'érosion côtière liée à la montée du niveau de la mer, vous avez l'augmentation du risque d'inondation fluviale sur de nombreuses rivières, vous avez les baisses d'accès à l'eau, vous avez les baisses d'enneigement, vous avez des baisses de potentiel économique de tout un tas de secteurs, etc., etc. Et simplement, c'est l'ensemble de ces risques qui augmentent de manière conjointe. Et réussir à gérer les risques indépendamment les uns des autres est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais disons qu'on peut à peu près faire. Par contre, gérer des risques qui se produisent de manière simultanée est le véritable enjeu du réchauffement climatique. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, dans le dernier rapport de GIEC, vous avez par exemple des figures qui illustrent ça. Peut-être pour finir sur ce point, souvent les interactions entre impacts différents du réchauffement climatique viennent des questions d'infrastructure, viennent des cas dans lesquels un événement extrême va impacter des infrastructures qui, sur le long terme, vont rendre plus vulnérables à d'autres impacts. Et pour illustrer ça, si on prend le cas de Paris, vous avez ici, par exemple, une carte qui avait été faite par l'Institut Paris Région. Vous voyez ici la zone d'extension de crue de la Seine, qui correspond à la crue de 1910. Et ce qui apparaît ici, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais en rosé, c'est toutes les zones de fragilité électrique. C'est-à-dire qu'en cas de crue pour la Seine, même si la crue est très localisée, c'est l'ensemble de ces zones, donc c'est une grosse partie de Paris intramuros et une grosse partie de la petite couronne, dans laquelle l'électricité ne pourrait plus être distribuée du fait de vulnérabilité de différentes infrastructures, les transformateurs, etc. Toutes les lignes de transport en commun qui sont représentées en rouge aussi sont toutes les lignes qui devraient être coupées suite à une inondation et coupées le temps que l'on arrive à les remettre en état, ce qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dernière idée là-dessus, je disais que les limites des stratégies d'adaptation sont relativement mal connues, et ça reste vraiment une des frontières des connaissances actuelles. Et pour prendre juste un exemple là-dessus, qui correspond à un projet de recherche qu'on a lancé l'année dernière avec un certain nombre
de collègues. Je vous disais tout à l'heure que végétaliser les villes est une bonne manière de rafraîchir la température. C'est quelque chose qui est mis en place dans de nombreuses villes à travers le monde, par exemple. Simplement, le rafraîchissement qu'apporte la végétation vient en grande partie de ce qu'on appelle l'effet d'évapotranspiration. C'est-à-dire le fait que les plantes vont évaporer de l'air, et le fait d'évaporer l'air crée du froid. Et simplement, cet effet d'évapotranspiration ne se produit que si les plantes ont accès à de l'eau. Donc en général, autour des pieds des plantes, il y a de l'eau qui est stockée, mais lorsque vous avez une canicule, assez rapidement, on peut se retrouver à devoir arroser les plantes pour que l'effet rafraîchissant ait lieu. Et par exemple, dans le cas de la région Île-de-France, il y avait une étude qu'on avait faite il y a quelques années, qui sert de base au projet actuel, dans lequel on observait qu'en cas de canicule similaire à celle de 2003, pour que la végétation puisse jouer son rôle rafraîchissant après quelques jours, il faudrait utiliser simplement pour l'arrosage des plantes une quantité d'eau correspondante à un peu plus de la moitié du débit de la Seine. Ce qui pose une question de faisabilité, notamment dans le cas des menaces sur la ressource en eau dans les années à venir. Dernier point là-dessus, l'autre grosse difficulté liée aux actions d'adaptation, c'est le risque de maladaptation. Donc ça a été évoqué tout à l'heure. La maladaptation, c'est quoi? C'est lorsque on essaye de s'adapter, mais qu'on fait mal les choses et qu'on aggrave les risques. Et en fait, peut-être 2 points importants là-dessus, c'est que la maladaptation, en fait, ça recouvre différentes dimensions. La première chose, le premier type de maladaptation, c'est lorsque on s'adapte en émettant des gaz à effet de serre. La question emblématique là-dessus, c'est par exemple la climatisation, mais également le dessalement d'eau de mer, le fait parfois de faire de la neige artificielle en montagne, un certain nombre d'exemples. Mais il y a d'autres dimensions aussi. Il y a le fait de s'adapter soi-même en aggravant la situation pour d'autres personnes. Toute la controverse autour des retenues de substitution, autour des méga-bassines, par exemple, relève beaucoup de ça. Et enfin, vous avez un autre type de maladaptation, qui est le fait de s'adapter à court terme, mais en aggravant ses risques à long terme. Et typiquement, par exemple, lorsqu'on prend la climatisation, en fait, la difficulté majeure avec la climatisation, c'est surtout ce dernier point. C'est qu'en fait, pour être très 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 schématique, si on a le choix entre mettre de la climatisation ou isoler un bâtiment, l'isolation, ça ne tombe pas en panne. Alors que le jour où la climatisation tombe en panne, ce qu'on peut observer par exemple aux États-Unis assez régulièrement, vous avez d'un seul coup un impact sanitaire. L'autre point aussi, c'est que ce qu'on appelle la maladaptation, ce n'est pas une solution technique. Par exemple, la climatisation, ce n'est pas de la maladaptation. La climatisation, c'est très utile, et ça a été souligné avant, pour limiter fortement les impacts sanitaires des canicules. Et il y a tout un tas d'endroits, par exemple, des maisons de retraite ou des hôpitaux, dans lesquels utiliser la climatisation est utile. La climatisation est aussi une solution qui est très utile parce qu'elle fonctionne, sauf en cas de panne ou de rupture électrique, mais en tout cas, elle permet d'avoir une température de consigne que l'on choisit, alors que les autres solutions soit retardent l'avancée de la chaleur, soit permettent de réduire de quelques degrés la température, mais simplement cet effet-là. Par contre, ce qu'on appelle la maladaptation, donc encore une fois, ce n'est pas une solution technique, c'est un processus de décision. En fait, la maladaptation, ce serait, dans ce cas précis, le fait de s'appuyer principalement sur la climatisation pour faire face aux vagues de chaleur sans prendre en compte leurs effets négatifs et leurs limites. C'est ce type de myopie qui constitue la maladaptation. J'ai passé là-dessus. Autre point aussi également qui est assez important, c'est que, oui, tout à l'heure, lorsque je disais qu'il y avait différents types, différents grands secteurs d'adaptation, un point qui est vraiment qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le lien social existant entre les gens est une dimension importante de la vulnérabilité face aux crises. Là-dessus, il y a une étude qui est assez célèbre, qui avait été faite par Stephen Eldridge et son équipe, un chercheur américain qui travaille là-dessus, et il avait étudié en fait la mortalité dans différentes villes côtières au Japon après le tsunami de 2011. Le tsunami de 2011, c'est celui qui avait entraîné également l'accident nucléaire de Fukushima, et en fait, la mortalité était très très différente d'une ville à l'autre. Ils s'étaient interrogés à pourquoi. Et bien sûr, en regardant ça, il y avait la topographie qui jouait, l'existence de systèmes de défense, de systèmes d'alerte, etc. Mais il s'est aperçu qu'en fait, un facteur qui jouait énormément quantitativement dans les différences de mortalité, c'était le lien social préexistant entre les gens. Alors le lien social, il y a plein de manières de le quantifier en sociologie, voilà, il y a toute une littérature là-dessus, et en tout cas, c'était très relié à ces questions. Et en fait, bien sûr, l'explication, elle est assez intuitive. C'est que dans une société qui est pacifiée, dans une société dans laquelle les gens
s'entendent bien, se connaissent, il y a plus d'entraide, on sait où sont les personnes vulnérables, et du coup, suite à une crise, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, il ne faut jamais oublier que le fonctionnement d'une société, l'état de santé du lien entre les gens, c'est pas que quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment un enjeu important de manière opérationnelle pour assurer la résilience face aux crises. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais m'intéresser aux conditions de mise en œuvre de stratégies d'adaptation. La première chose à voir, c'est que de la même manière que l'on est globalement en retard dans le monde sur nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est en retard sur nos objectifs d'adaptation face aux impacts. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on aurait pu imaginer que voilà, on soit tous très efficaces sur le fait de s'adapter, parce que ça nous concerne chacun. Mais en fait, on est en retard. Alors, il y a différentes manières d'évaluer ça. Il y a toute une chose là-dessus, mais par exemple, si vous prenez cet article ici, dans ce papier, on avait évalué, utilisé tout un tas d'indicateurs pour quantifier dans quelle mesure est-ce que les plans d'adaptation mis en place par des villes européennes étaient proches ou non des recommandations de la littérature académique. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, au fur et à mesure du temps, les plans mis en place par ces villes s'améliorent, en tout cas suivant cet indicateur, mais que par contre, le niveau global reste relativement faible. Là-dessus, pareil, si on s'intéresse aux impacts quantifiés des événements extrêmes qu'on peut voir, pour rebondir sur la présentation précédente, vous avez par exemple une étude là, qui a été publiée il y a quelques jours dans Nature Climate Change, Callahan et al., qui justement remontre ces chiffres quantifie dans quelle mesure est-ce que l'adaptation récente permet de réduire, a priori, le nombre de morts en cas de canicule extrême. Et la conséquence de ces calculs, c'est que la poursuite des tendances d'adaptation récentes qu'on peut observer, notamment en Europe, permettrait de baisser de 10% la mortalité en cas de canicule extrême. Donc 10% c'est bien, mais ça laisse quand même 90% de victimes. Autre point aussi, une des grosses difficultés de l'adaptation, c'est que le climat est sans cesse changeant. Et que le climat d'aujourd'hui est différent du climat d'il y a 5 ans, mais dans 5 ans, le climat sera aussi différent du climat d'aujourd'hui, disons, que celui d'aujourd'hui n'est différent du climat d'il y a 5 ans. Et du coup, s'adapter à ce qu'on vient de voir, s'adapter à ce qu'on a vu l'été dernier, signifie quelque part être en retard sur l'été prochain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place. Et typiquement, par exemple, si vous prenez le cas des normes de construction des bâtiments neufs en France, les normes d'isolation face aux fortes chaleurs sont des normes qui sont basées sur la canicule de 2003, qui est une canicule d'ampleur importante, mais, comme ça a été dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément une canicule très importante par rapport aux canicules auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir. Et lorsqu'on construit un bâtiment, on s'attend à ce qu'il soit là pour durer. Donc ça, je vais passer. Et peut-être pour dernière idée, avant de conclure, je pense quelque chose qui illustre bien toute la difficulté qui se pose dans la mise en place de stratégies d'adaptation, c'est notamment la photo qu'on peut voir ici, donc les toits parisiens. Alors, j'aime bien prendre cet exemple. Pourquoi ? Simplement parce que les toits parisiens, c'est quelque chose qui est vu par beaucoup de monde comme emblématique de l'identité parisienne. Ça joue un gros rôle, par exemple, a priori, en termes de tourisme. C'est associé à un patrimoine culturel qui est important. Il y a quelques années, par exemple, vous avez eu cette proposition pour les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le problème, c'est que les toits en zinc ne sont pas du tout adaptés aux fortes chaleurs. Ils réfléchissent bien la chaleur, mais le problème, c'est qu'ils transmettent très fortement la chaleur aux étages du dessous. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Est-ce qu'on choisit de peindre tous les toits en zinc en blanc, comme c'est fait à New York, par exemple, ce qui permet d'augmenter un petit peu la chaleur qu'ils vont réfléchir, mais dans ce cas-là, ça signifie changer complètement l'image de la ville, et il y a un coût aussi qui est associé à ça, un coût de peinture, mais des coûts d'entretien. Est-ce qu'on choisit de remplacer les toits en zinc par des toitures végétalisées, ce qui a un coût qui est plus important? Parfois, les immeubles n'ont pas des structures suffisamment fortes, mais par contre, ça amène une image de la ville qui est différente, une image qu'on peut choisir comme désirable. Là, ça peut être un parti pris architectural ou culturel de faire ça. Est-ce qu'on choisit à l'inverse de maintenir les toits comme ils sont aujourd'hui? Mais si on fait ça, est-ce qu'on accepte que du coup la vie au niveau des derniers étages des immeubles soit plus difficile, que les conditions de vie soient plus dures? Et est-ce qu'on choisit d'indemniser les victimes
pour cela? Est-ce qu'on choisit aussi d'indemniser les propriétaires des logements au dernier stage des immeubles pour la potentielle perte de valeur de leurs biens, une fois que ce sera connu que les conditions de vie sont moins bonnes dans ces logements? Il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que des choix qui amènent à des mesures différentes et qui amènent surtout à des gagnants et à des perdants qui sont différents, et qui amènent aussi à des niveaux d'investissement public ou d'investissement privé qui ne sont pas les mêmes. Et ça, je trouve que ça illustre bien tous les débats qui se posent aujourd'hui sur l'adaptation. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qu'on peut faire en pratique pour s'adapter aux impacts du réchauffement climatique, en fait, il n'y a pas un choix technocratique, il y a plein de solutions possibles, mais c'est un choix à avoir. Chaque choix va amener à des difficultés, chaque choix va amener notamment à des personnes qui vont plus s'y perdre que d'autres, et chaque choix va amener à des niveaux de dépenses qui ne vont pas être les mêmes, que ce soit pour l'État, les collectivités locales, des entreprises ou des particuliers. Et par exemple, une des limites qui avait été soulevée dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat sur le plan national d'adaptation en France aujourd'hui, c'est qu'il ne pose pas ces débats. Et des débats comme ça, vous en avez dans beaucoup d'endroits. Vous en avez par exemple dans les stations de ski de moyenne montagne qui subissent des pertes d'enneigement. Quel devenir pour ces stations? Est-ce que c'est la solidarité nationale qui doit compenser les stations de moyenne montagne pour leurs pertes économiques? Pareil pour les villages côtiers. J'imagine que c'est la même chose pour les questions de production viticole, par exemple. Voilà, donc en conclusion là-dessus, si ça marche, voilà, l'adaptation, et notamment au niveau des villes, est vraiment essentielle pour réduire la gravité des impacts de réchauffement climatique. Mais il faut toujours garder en tête que les impacts résiduels peuvent rester élevés et que de nombreuses incertitudes existent sur les limites de cette adaptation, notamment sur les limites de cette adaptation dès que le réchauffement climatique commence à atteindre des niveaux un petit peu élevés. Deuxième chose, s'adapter, ça oblige à faire des choix. Ça oblige à faire des choix avec des gagnants et des perdants. Et plus on anticipe, plus en général, ça permet de réduire les coûts. Et c'est pour ça que tous les retards que l'on peut avoir sur ces débats, en fait, posent problème, en tout cas aggravent la situation par rapport à l'avenir. Et enfin, dernière chose, l'adaptation est complexe à mettre en œuvre et fait face à de nombreuses barrières, des besoins d'expertise locale et de technicité, notamment par exemple en France pour les collectivités petites et moyennes. Également le poids des habitudes, des normes sociales et les systèmes de croyances, que ce soit des élus, des administrations ou des habitants, tout un tas de rigidités liées au cadre réglementaire, aux infrastructures en place, aux choix socio-économiques, et enfin au fait que s'adapter peut menacer au court terme certains intérêts particuliers. Et en fait, lorsqu'on regarde, toutes ces barrières-ci sont des barrières qui sont très similaires à celles que l'on peut voir face à l'atténuation. Les barrières qui font que c'est compliqué de s'adapter sont assez proches de celles qui font que c'est compliqué de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que, a priori, ça paraît assez compliqué d'imaginer que l'on va réussir à bien s'adapter face aux impacts du réchauffement climatique si l'on n'a pas été en mesure de réduire les émissions. Parce que c'est souvent les mêmes difficultés qui se posent. Merci. Merci beaucoup.